Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président nigérien Mahaman Usman, crédité de 16,99% des suffrages lors du premier tour, plaide en faveur d'une coalition de l'opposition en vue du second tour. Plus que quelques jours pour convaincre, il affrontera le 21 février Mohamed Bazoum, arrivé en tête au scrutin du 27 décembre. La jeunesse africaine réclame la parole et une plus grande représentation politique, mais à quand l'émergence de jeunes leaders? Question posée par la jeunesse, car l'espace qui lui est réservé est encore trop restreint, vous le verrez. Puis le gouvernement algérien souhaite revoir à la hausse le débit Internet. L'Algérie qui, en décembre, a mis en service son nouveau câble sous-marin de fibre optique. Et c'est parti pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations en ouverture dans le groupe A. Ce samedi, le Cameroun, pays hôte, a battu le Zimbabwe sur un score de 1-0. Dans l'autre rencontre du groupe A, les Aigles du Mali, finalistes de l'édition 2016, ont battu les Étalons du Burkina Faso, là aussi sur un score de 1-0 pour le compte de la première journée du CHAN. L'équipe malienne rejoint ainsi les Lions indomptables du Cameroun en tête du groupe A. Présidentielle en Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni déclaré vainqueur par la commission électorale. Le président sortant l'emporte largement avec 58,6% des voix contre 34,8% en faveur de son principal opposant Bobi Wine, qui depuis plusieurs jours dénonce des fraudes et appelle les Ougandais à rejeter les résultats qui donnent une nouvelle fois vainqueur, celui qui est au pouvoir depuis 35 ans. 6e mandat cette année pour le président Yoweri Museveni. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Niger pour le second tour de la présidentielle. Le duel opposera le 21 février Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, à Mahaman Usman. Et dans la perspective de ce second tour, l'ancien président Mahaman Usman tente de trouver des alliances au sein de l'opposition. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. L'ancien président Mahaman Usman en consultation dans les perspectives du deuxième tour de la présidentielle au Niger. Le candidat du Renouveau démocratique pour la République RDR Tchengi a échangé avec la nouvelle coalition dénommée Alliance des candidats pour le changement qui regroupe 10 candidats malheureux du premier tour de la présidentielle pour d'éventuels soutiens au second tour. Les 10 candidats que nous sommes, nous avons tous parcouru le Niger. Nous avons entendu les sollicitations, nous avons entendu les doléances du peuple. À la demande du président Ousmane, nous allons l'écouter, écouter son programme, écouter justement sa vision pour le Niger, ses ambitions pour son pays, pour les Nigériens, pour le peuple. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous, après avoir écouté les candidats, pour pouvoir vraiment se décider à qui nous devons apporter notre choix. Arrivé deuxième avec près de 17% des voix lors du scrutin du 27 décembre 2020, Mahaman Usman sera face au candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tareya Mohamed Bazoum, qui a recueilli 39,33% des voix au premier tour. Occasion pour le candidat de l'opposition de présenter son programme de gouvernance et sa vision pour le pays pour les 5 années à venir. Nous avons eu des échanges très fructueux, très positif sur le Niger et sur ses perspectives d'avenir. Quoi de plus normal entre les organisations politiques qui ont des ambitions pour leur pays de se retrouver et d'échanger sur leurs visions respectives, de mieux se comprendre, de contribuer ensemble pour que notre pays se porte mieux. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 février 2021. La campagne électorale pour ce scrutin est prévue s'ouvrir le 28 janvier 2021 après la validation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. La jeunesse africaine toujours peu représentée dans les sphères politiques, une jeunesse qui souhaite pourtant se faire entendre. Président, ministre ou gouverneur, sénateur ou députés, ils ambitionnent d'être représentés à la table politique.
Mais une question demeure, comment y parvenir quand les anciens ne veulent pas céder la place? Le décryptage d'Ange Bijounomegno. La participation politique des jeunes est à la traîne en Afrique. Selon plusieurs études, ces derniers sont faiblement représentés dans les différentes structures politiques de leur pays. Une situation qui est due notamment à plusieurs facteurs tels que le patrimonialisme, le cynisme à l'égard de la politique et la méfiance envers les partis politiques. Si nous prenons la politique qui se définit comme la gestion des affaires de la société, je le disais tout à l'heure, nous représentons 70% de la population. Et c'est une autre tranche de la population qui va venir régler nos problèmes? Je ne pense pas. Je pense que beaucoup aussi ne veulent pas laisser leurs enfants aller en politique compte tenu des violences qu'on a observées partout ailleurs, liées aux intérêts de nos aînés politiques. Donc je dirais que c'est vrai que c'est un terrain assez risqué, mais nous devons courir le risque parce que si nous ne faisons pas la politique, c'est la politique qui nous fait. Les études menées sur la question ont également révélé qu'il y a une forte préoccupation quant à la corruption et à l'utilisation de ressources financières illicites. Ces activités ébranlent l'efficacité de la représentation et limitent le désir de changement chez les jeunes. Maintenant, si des jeunes ont peur, parce que pour eux, ce serait donc risqué, on leur dit non, la politique, ce n'est pas la violence. En réalité, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'affrontement physique, mais c'est plutôt une confrontation d'idées, une confrontation de visions de société. Donc il n'y a pas de risque. Selon Afrobaromètre, 11% de jeunes ont participé à une manifestation ou à une marche de protestation en Afrique entre 2014 et 2015. L'engagement politique des jeunes femmes est encore plus inférieur à celui de leurs homologues masculins au regard de tous les indicateurs de l'étude. Vers l'augmentation du débit Internet en Algérie, c'est ce qui est en effet envisagé par le ministère des Télécoms. Objectif, relever la qualité de service en Algérie où les plaintes des consommateurs sont nombreuses au sujet de la qualité actuelle du débit. Lorita Simbou. Les internautes algériens feront bientôt l'expérience d'un débit Internet plus rapide. Selon les dernières statistiques de l'autorité des régulations des postes et communications électroniques du pays, le trafic Internet fixe en Algérie est passé de 998 gigabits au troisième trimestre 2019 à 1580 gigabits au troisième trimestre 2020. Le débit Internet minimum actuellement de 2 mégabits sera augmenté de 4 à 8 mégabits. L'augmentation du débit Internet minimum annoncée par le ministère des Postes et des Télécommunications fait suite à de nombreuses plaintes sur la mauvaise qualité du service expérimenté par les consommateurs algériens au cours de l'année 2019. Un mécontentement général qui avait d'ailleurs suscité la réaction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'augmentation du débit de la connexion Internet en Algérie de 4 ou de 8 mégabits est de nature à croître les échanges. Ça va densifier l'économie numérique. Les échanges maintenant, ou à tout le moins, les industries créatives, les industries du cinéma, les récréalogies vont mieux se porter du fait de l'augmentation de ce débit Internet. Donc, pour moi, augmenter le débit de connexion en Algérie apporte des avantages multiformes au niveau de la santé humaine, du e-commerce, du e-learning et au niveau même de la fluidité des échanges au niveau du pays. Notons que la mise en service fin 2020 du câble sous-marin de fibre optique Orval-Alval de l'Algérie, d'une capacité pouvant atteindre 40 terabits, contribuera à cette augmentation du débit Internet national. À travers les nouvelles capacités annoncées du réseau Internet, le ministère des Postes et des Télécommunications veut donner aux Algériens un accès plus aisé aux services Internet. Pour le secteur du cacao, l'année 2020 aura été marquée par le Covid, même si dans un premier temps, les effets ne se sont pas fait sentir dans les cours ni sur les prix des producteurs. Mais on sait déjà que les perspectives pour 2021 ne sont pas optimistes. D'énormes défis s'imposent ainsi au nouveau président de l'Organisation internationale du cacao, Ange Bijounomegno. Améliorer le revenu des producteurs, tel est l'objectif du nouveau président du Conseil de l'Organisation internationale du cacao, Ali Touré. L'ambassadeur a été élu le 18 décembre 2020 pour un mandat de 1 an. Il devient donc le premier Ivoirien à briguer ce poste de responsabilité. En ma qualité de président du Conseil, je pense qu'il y a 2 catégories de priorités. Il y a les défis structurels et il y a les défis conjoncturels. Les défis structurels, c'est
la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. En septembre 2019, le Conseil de l'Organisation internationale du cacao a adopté le plan d'action stratégique 2019-2024. Je dois souligner que le revenu du producteur est un point culminant et crucial dans ce plan stratégique. L'Organisation internationale du cacao n'est pas impliquée dans la fixation des prix sur le marché. Son domaine de compétence reste la discussion. Néanmoins, dans le cadre de sa politique, l'ICCO participe très souvent à des initiatives qui prennent en compte le revenu des producteurs. L'ICCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour sensibiliser sur la question du revenu du producteur. Et que nous sommes confiants que l'ICCO, dans les années à venir, jouera un rôle important dans les négociations, dans la discussion sur le revenu du producteur. L'Organisation internationale du cacao est une organisation mondiale composée des pays membres, producteurs et consommateurs de cacao. Située à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'ICCO a été créée en 1973 pour mettre en œuvre le premier accord international sur le cacao négocié à Genève lors d'une conférence internationale des Nations Unies sur le cacao. L'élevage est l'un des principaux piliers de l'économie des pays d'Afrique centrale, mais le secteur est très peu développé, et ce malgré le lancement de plusieurs initiatives, à l'instar de l'accord portant sur le lancement d'un centre régional de santé animale. C'est un reportage signé Mamat Ramadan avec les commentaires de Marie-Raphaël Antolo. L'Afrique centrale est l'une des régions les plus riches en potentialité pastorale et possède le plus grand nombre de cheptels sur le continent. Mais les pays membres de cet espace peinent à valoriser, transformer et exporter les produits animaliers pour contribuer à diversifier leurs économies. Pour faire face à ces défis au niveau communautaire, les pays membres de la CEEAC misent sur la création d'un centre régional de santé animale qui sera doté d'un laboratoire moderne. La création d'un centre régional de santé animale pour l'Afrique centrale répond à la préoccupation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de réduire de manière significative l'impact des maladies animales transfrontalières sur la productivité des éleveurs et sur la santé des populations à travers une meilleure coordination des efforts individuels de lutte de ces États membres. L'élevage de la sous-région d'Afrique centrale est tributaire des aléas climatiques et est confronté aux défis de préservation de la santé animale. Ce centre communautaire permettra aux pays de cet espace d'harmoniser leur politique de développement de l'élevage afin de mieux contrôler les maladies animales récurrentes dans la région et certifier la qualité de viande destinée à l'exportation. C'est vrai, le centre est créé par décision 41 de la CAC, mais il faut que ça soit progressivement mis en place parce que le centre appartient à environ 11 États de la CAC. C'est pour ça que, après avoir signé l'accord de siège, il a été mis sur pied une cellule technique dont j'ai la responsabilité de coordonner les activités pour mettre en route, pour rendre opérationnel ce centre. La création de ce centre régional de la santé animale est une avancée pour le développement de l'élevage dans la région. Mais la mise en œuvre de cette structure communautaire n'est pas sans conséquences financières pour les pays membres de la CEEAC alors qu'ils sont en proie à la crise économique et sanitaire. En Côte d'Ivoire, la sénatrice Mariam Daouda-Balla, engagée dans la société civile en Afrique de l'Ouest, diplômée d'HEC, a été choisie par la FIFA pour présider le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Depuis la fin du mois de décembre, l'Organisation internationale de football avait placé la FIF sous tutelle car les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues, considère l'organisation à organiser une élection conforme en vue du renouvellement de son exécutif. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.